N'oubliez jamais qu'une Porsche au départ des 24 heures du Mans n'est jamais une Porsche 100% privée. Il a estimé qu'il avait dépassé la BMW et il s'est dit, bon, de toute façon, elle est lente. Bah oui, mais cette ligne droite du Kemmel, elle est rapide pour tout le monde, que ce soit les GT3 ou les hypercars. Et là, clairement, moi, il m'a fait peur. La dernière fois qu'une Porsche privée a remporté une course de championnat du monde, c'était les 480 km de Dijon en 89. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de mon acolyte et rédacteur en chef d'Endurance Mag, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. On aime bien ce gimmick, voilà, on est déjà dans l'ambiance, dans ce 15e numéro, retour sur une manche du championnat du monde d'endurance qui a été assez spectaculaire, il s'en est passé des choses dans ces 6 heures de Spa-Francorchamps, ou plutôt ces 8 heures de Spa-Francorchamps, j'avais pas tort finalement d'allonger un peu la durée de cette course, c'était la 3e manche de la saison 2024, on va revenir en détail sur cette épreuve, comme vous le savez, notre habitude c'est de donner des chiffres, des infos qui sont insolites pour la plupart et on va essayer de connaître un peu plus ce monde de l'endurance qui nous fait tous vibrer. Il y a eu beaucoup de choses qui nous ont fait vibrer ce week-end pour l'ultime répétition avant les prestigieuses 24 heures du Mans en juin prochain. Geoffroy, quelle course à Spa-Francorchamps. Pour une répétition, c'était une belle répétition. C'était franchement top en fait, ouais, tu sais, moi j'aime bien, tu me connais, j'aime bien cette période de montée en pression avant les 24 heures du Mans et on l'avait dit dans le dernier numéro. J'apprécie aussi que la manche des 6 heures de Spa-Francorchamps soit la dernière répétition, la dernière marche avant les 24 heures du Mans. C'est une petite tradition comme ça, comme il y a Daytona en janvier, comme on a le Petit Le Mans en octobre. Tu vois, c'est des trucs qui font toujours plaisir. Et là, on a eu quand même une course imprévisible, on va dire. Je sais pas quel qualificatif on peut mettre sur cette course, mais en tout cas, ouais, l'issue était imprévisible, mais quand même, malgré toutes les circonstances de course que vous connaissez peut-être, ou en tout cas qu'on va vous rappeler là, on a quand même eu une course qui nous a permis de tirer certains enseignements avant les 24 heures du Mans, à mon sens, notamment sur le rythme de certains favoris, sur toujours le manque de rythme de certains autres, enfin voilà. Ça a été assez haché entre les safety cars, les full coursiers, tout ce qu'on veut, mais on a quand même eu des informations importantes, je trouve. On peut en tirer des conclusions. Tout à fait, des conclusions qui vont être tirées, mesdames et messieurs. Oui, on vous le promet dans l'Endurance Club, mais en tout cas, c'est vrai que cette course, elle partait sur une base classique, j'allais dire, avec encore une belle prestation, une belle domination des Ferrari sur ces 37 voitures engagées. J'aime rappeler les chiffres, hein, évidemment, ça ne change pas depuis le début de saison. 19 hypercars, 18 LM GT3, on retrouvera ces engagés aux 24 heures du Mans, agrémentés d'autres, évidemment, qui ont été sélectionnés par l'ACO et par le comité de sélection des 24 heures. On avait toujours les 3 femmes, les Iron Dames, on y reviendra, engagées en LM GT3 et non pas en LM GTE, n'est-ce pas, mon cher Geoffroy? Je me suis trompé la semaine dernière. 52 pilotes hypercars en tout, 54 pilotes LM GT3 et 17 Français représentés. Seulement 17. Pourquoi? Parce que, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, certains pilotes étaient absents. Il y avait un clash entre la Formule électrique et le championnat du monde d'endurance de la FIA. Ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé. Et on a bien vu le programme pour certains qui était priorisé par rapport à l'autre. Par exemple, on n'avait pas de Stoffel Van Dorn, de Jean-Éric Vergne ou encore de Norman Nato dans cette course de Spa. Bon, ça fait un petit changement évidemment et on le verra sur les résultats. Certains peuvent peut-être s'en mordre les doigts de ne pas avoir été présents. Tu t'en penses quoi de ce clash finalement entre les deux disciplines? C'est qu'on a tellement de manches, j'imagine, à travers le monde, dans les différents calendriers, que c'est difficile de tout faire coïncider. Il faut composer avec les calendriers des différentes séries. Le calendrier du WEC ne fait que se développer. D'ailleurs, il y a des informations qui circulent selon lesquelles il pourrait y avoir une manche supplémentaire l'année prochaine, donc on peut que s'en féliciter. C'est bien, ça construit année après année, progressivement, un calendrier qui reste cohérent, qui ne devient pas à 20, 22, 28 courses comme la Formule 1. Donc, Ah oui, voilà, non, ça serait impossible. Non mais voilà, le WEC bâtit progressivement, et c'est très bien parce qu'on le connaît, on est entre spécialistes ici et entre connaisseurs notamment de l'histoire de l'endurance. On le sait très bien, c'est une discipline qui reste quand même fragile sur la durée. Enfin voilà, il faut y aller progressivement, et donc là, je trouve qu'ils font les choses plutôt bien du côté du WEC, donc c'est une chose. Mais effectivement, quand tu rajoutes des courses, eh ben, tu rajoutes aussi des risques de clash avec d'autres disciplines. Alors, historiquement, on sait qu'avec la Formule 1, il y a des clashs, mais parfois, c'est pas si grave que ça, puisqu'il y a peu de pilotes de Formule 1 actifs qui participent également aux 24 heures du Mans.
On en a eu quelques-uns sur la dernière décennie, mais ça reste quand même assez limité. Par Je contre, pense avec qu'on la en aura de Formule plus E, en plus. Je rebondis sur ce que tu dis. j'espère. Je pense qu'on en aura de Ouais. plus en plus parce que l'ACO, les 24 heures du Mans, la FIA justement sont très très vigilants à ne pas avoir de clash au moins pendant le week-end des 24 heures et pendant la semaine des 24 heures. Ça c'est quand même une jurisprudence, j'allais dire Nico Hülkenberg et peut-être même Oui. Fernando Alonso. Mais tant mieux, on espère avoir un Charles Leclerc par exemple chez Ferrari. Moi, j'avais commencé à prendre ma tradition puisque je parle de tradition aujourd'hui, je suis très traditionnel, tu vois. Oui, J'avais pris mon habitude de regarder le Grand Prix du Canada en buvant une bière dans un bar au Mans le week-end avant les 24 heures du Mans. Tu vois, on l'a j'aimais bien fait cet enchaînement. d'ailleurs. Bien sûr, j'aimais bien cet enchaînement, oui, c'est vrai. J'aimais bien cet enchaînement Grand Prix du Canada 24 heures du Mans que Alonso avait fait une année, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ouais, il y a cet enchaînement. Donc bref, non, pour les clashs, en fait, ce que ça a fait, pour revenir sur le sujet des 6 heures de Spa, ce que ça a entraîné ces clashs, c'est qu'il y a beaucoup d'équipages qui n'étaient finalement qu'à 2 pilotes. Oui. Alors, Et on se rend compte que c'est possible. On avait parlé en début de oui, saison de ce podcast justement de l'arrivée des 3 pilotes par voiture qui a été intégré et qui a été surtout instigé par Benoît Tréluyer, André Lauterer et Marcel Fessler. Mais on se rend compte quand même, et on y reviendra un petit peu plus tard dans cet épisode, qu'à deux, sur une course de 6 heures ou de 8 heures, on peut tout à fait y arriver. L'équipage Cadillac, depuis le début de saison, on est la preuve. voilà, donc on avait effectivement chez Cadillac, c'était le cas. Chez Proton Compétition aussi, on avait Neil Jani et Julien Andlauer, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qui étaient associés tous les deux. On a aussi les vainqueurs du jour, Will Stevens et Callum Ilott, qui étaient uniquement deux. Et puis les deux Peugeot également, parce Oui, que tu l'as dit, on avait Jean-Éric Vergne et Stoffel Van Dorn qui étaient absents. Donc on avait d'un côté Jensen Muller et de l'autre côté Diresta Duval. Donc voilà, écoute, ça, je pense pas que ça a été un élément différenciant sur cette course-là. Mais en tout cas, effectivement, c'était à noter. Comment tu veux qu'on revienne sur cette course? Parce que, enfin, on l'a dit, elle est quand même assez étrange, de par son issue. Donc, victoire, on l'a dit, Will Stevens, Callum Ilott, je viens de le dire, de la Hertz Team Jota, ouais, mais 963 attends, privé. tu dis ça comme ça. Voiture privée qui s'impose, ça fait quand même un moment qu'on n'a pas vu ça. Moi, je voulais revenir sur le fait que, tu sais, tu disais que l'endurance était un peu fragile. Oui, mais avec le centenaire des 24 heures du Mans, je crois qu'on est en train de solidifier les bases véritablement. 88 180 personnes présentes sur Oui, les c'est 3 vrai, jours. c'est vrai. C'est la meilleure affluence sur une manche de WEC, hors 24 heures du Mans, évidemment. Et je crois qu'on est en train de construire sur l'avenir avec, bah, tu le dis, hein, tous ces constructeurs qui sont représentés. Les fans sont là et on est de plus en plus nombreux dans le club, dans l'Endurance Club aussi. On vous en remercie. N'hésitez pas à commenter et à mettre des petites étoiles. Ça nous fait toujours plaisir, évidemment. Et à en parler autour de vous, tu vois. Mais je trouve quand même qu'on a ces affluences incroyables. À Imola, ce n'était pas que dû à Ferrari, parce qu'on avait plus de 70 000 personnes. Là, on sait qu'à Spa, on a des aficionados. Donc vraiment, je crois que l'endurance est en train de prendre une belle ampleur. Et bah, il s'en passe toujours. Et on a des choses assez inédites, justement, qui avaient commencé, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet, par une qualif dominée par Ferrari, mais voiture trop légère. Pop, 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 pop. Pole position pour Porsche. Que s'est-il passé dès les qualifs pour Ferrari qui continue de se prendre les pieds dans le tapis? C'est pas possible. C'est ça, en fait, c'était clairement la voiture la plus rapide. Focco a sorti un 2.02 600. En fait, Antonio Focco, c'est l'homme de la pole position chez Ferrari. C'est clairement lui le plus rapide sur l'exercice d'un tour pour aller chercher comme ça les pole positions. Mais comme tu l'as dit, voilà, voiture qui ne satisfait pas aux vérifications post-qualificatives, donc voilà, au scrutineering. Donc relégué pas à l'arrière du paquet total, mais relégué derrière les hypercars. Donc elle est partie dernière des hypercars, ce qui Oh nous là là, fait une ouais. 18e place, 19e place sur la grille. Donc déjà un handicap, qui a eu d'ailleurs des conséquences après, puisque en partant là, il a tout de suite dû cravacher pour essayer de remonter. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu des contacts un petit peu dans le peloton en remontant. Il y a le fond plat qui a été touché. Enfin, tu vois, c'est exactement ce qu'on avait dit sur la manche du Qatar, où il y avait eu un incident dès le premier virage, et Imola, où on a les images encore en tête. Pareil, premier virage, il y avait eu un jeu de billard à 8 bandes, je sais plus, enfin, c'était incroyable. Oui. Partir derrière, c'est pas du tout avantageux, et ça maximise, ça multiplie le risque d'avoir des contacts. Donc, les Ferrari, en tout cas une Ferrari, déjà dès le départ était un petit peu handicapée par ça. Oui. Et puis après, quand même, alors, moi ce que je vois, on peut décortiquer quand même la course en plusieurs phases. Ce qu'on peut voir, c'est que assez rapidement, ce sont les Porsche qui ont émergé comme étant clairement les plus rapides.
La Cadillac, qui était pourtant deuxième sur la grille, eh bien, elle a rapidement été décrochée, puisque Oui. Alex Lynn était deuxième sur la grille. Il s'est rapidement plaint d'un manque de grippe, et après 1h15 de course, il était 12e. Donc tu vois la perte vraiment de rythme. Alors, il y a plein de paramètres, mais au Qatar, déjà, la performance de la Cadillac était pas top. Oh, c'était pas si mal. Ouais, Ouais, c'était pas c'était fou. pas un rythme de voiture qui se battait pour la victoire, mais c'était déjà Voilà, face à Porsche. voilà. Ouais. Là, c'était décevant en tout cas, moi, je trouve, Après, pour la Cadillac. voiture avait été déclassée en plus après l'arrivée. Ouais, À Imola, je me souviens pas qu'elle soit dans le coup. Et non. donc voilà, la Cadillac, bah, j'en parle maintenant parce qu'on va assez rapidement l'évacuer vu ce qui s'est passé. Mais en tout cas, pas dans le rythme avec Alex Lynn au volant. Et, euh, et puis, bah, à 1h55 du but, à un peu moins de 2 heures du but, Earl Bamber se retrouve en bataille avec Neil Jani sur la Porsche Proton 99. Ouais. Et puis après, il y a le crash à 1h49 de l'arrivée, où là, C'est on a dingue. Earl Bamber voilà, qui veut prendre le meilleur sur la Porsche Proton, qui Ouais. se décale et qui tape la BM de Sean Gelael, je crois, et qui, là, ça part en toupie. C'est une image incroyable. Les Cadillacs, cette année, elles nous donnent de très belles images. Après Pipo Derani à Sebring, Ouais, ça nous c'est fait clair. de... Et Ouais, attends, et l'année dernière à Spa-Francorchamps aussi, sur un problème bien sûr. mécanique pour le coup, mais Ranger van der Zande à l'eau rouge, hein, Il avait c'était perdu assez la spectaculaire. direction assistée, ouais, c'est ça. Il avait perdu d'un seul coup, ça c'était. Il avait perdu la partie électronique de la direction assistée, donc en plein milieu du raidillon. Moi, je trouve quand même, on va donc, comme tu disais, finir cette parenthèse Cadillac, qui prend beaucoup de risques quand même, Earl Bamber. On se souvient Ouais. aussi en IMSA, c'était à Petit Le Mans, où face à son équipier, ça avait été chaud. Là, il prend un risque inconsidéré à 2 heures du but, encore une fois. À une demi-heure, je dirais pas la même chose. Mais à 2 heures du but, on sait que ce sont des courses maintenant où il faut être du début à la fin dans le rythme pour pas perdre le tour, justement. Mais là, c'était quand même assez osé. Il a estimé qu'il avait dépassé la BMW et il s'est dit, bon, de toute façon, elle est lente. Bah oui, mais cette ligne droite du Kemmel, elle est rapide pour tout le monde, que ce soit les GT3 ou les hypercars. Et là, clairement, moi, il m'a fait peur. Et puis, ça aurait pu être une catastrophe pour les commissaires également présents. Oui, Et ça a oui. été une catastrophe pour les rails parce que les deux voitures ont tapé à deux endroits différents les rails. On sait déjà, pendant les 24 heures de Spa, là, je me trompe pas, je parle vraiment des 24 heures. J'avais commenté des courses où on a eu des interruptions de 2 heures pour réparer Ah le oui, rail. Donc, oui. c'est pas surprenant, j'allais dire. Mais là, cette interruption de 2 heures sur une course où il restait moins de 2 heures, eh ben forcément, ça nous a offert un scénario assez improbable. Donc heureusement, il va bien, le Bamber. Il aura quand même 5 places de pénalité pour Le Mans, c'est quand même dommage. Moi qui en ai fait mes favoris, Cadillac, en tout cas mes outsiders préférés, on va dire. Parce qu'en ce moment, j'ai quand même l'impression que Toyota cache un peu son jeu, on y reviendra, que Ferrari est en train de montrer ses cartes, et globalement, les LMH, hein, les hypercars justement, issus du règlement ACO, sont quand même en bonne forme. Donc on va voir, mais c'est vrai que Cadillac, bah, c'est grâce ou à cause, je ne sais pas, mais de cette manœuvre un petit peu intempestive de Earl Bamber, qui a donc éliminé la deuxième BMW de chez WRT, qu'on a eu cette polémique finalement du drapeau rouge, polémique vite éteinte, mais voilà, en tout cas, je trouve qu'il a pris beaucoup de risques, moi, à Bamber, et pour Cadillac, c'est pas très très positif. C'est un pilote que j'aime beaucoup, Earl Bamber, par son agressivité, on va dire, en piste. On se souvient notamment des passages en Porsche Cup. Enfin voilà, c'est un mec qui sait déconnecter et être très incisif, instinctif, on va dire, quand il est derrière le volant. J'en avais parlé un petit peu l'année dernière avec lui sur ce côté justement être. Vous savez, les pilotes, comme on dit, ils aiment bien. Il faut qu'ils arrivent à être dans leur zone, c'est-à-dire à vraiment à avoir les sens qui sont décuplés et quand ils sont derrière le volant, aller chercher ce qui fait la différence. Mais c'est aussi un mec qui parfois est trop rugueux ou en tout cas, bah voilà, prend pas le temps de prendre la bonne décision. Donc là, c'est un très bon exemple. Alors le Bamber, c'est ça quoi, c'est à la fois le bon et le moins bon. Là, ça s'est mal terminé pour lui. Il n'y a pas eu de blessé, heureusement. Comme tu dis, les commissaires non plus, il n'y a pas eu. Parce que c'est vrai que c'est un endroit où on n'a pas forcément l'habitude de voir. On est en début de ligne droite, mais c'est Ouais, pas forcément l'endroit où ça sort le plus souvent. Donc, bref, heureusement, ça s'est bien terminé. En ce qui concerne l'interruption, je sais pas si tu voulais qu'on en parle un petit peu, mais. on en Donc, parle. drapeau rouge suite à ça. En fait, Puisque là, il y a clairement, eu ouais, deux phases. C'est une course qui s'est faite en deux phases. C'était un peu comme en ELMS, en fait, j'ai c'est l'impression. vrai. ELMS, il n'y a pas eu de drapeau rouge, mais il y a eu un safety car qui a tout rebattu. Enfin, les cartes ont été rebattues en fin de course, justement à quasiment 1h30 Au de l'arrivée. Castellet.
Mm. Et là, c'était pareil, quoi. À Spa, j'ai l'impression qu'en endurance, là, ces 2 dernières semaines, on a des courses qui sont vraiment relancées à 1h30 de l'arrivée. On parle d'endurance, mais là, finalement, c'était un sprint d'1h30 et qui, pour certains, n'a pas vraiment été efficace parce qu'il a fallu jouer avec de la réussite, évidemment. Il y a 3 voitures qui se sont arrêtées avant ce drapeau rouge et qui ont été finalement mises en valeur. Alors, juste une petite parenthèse avant sur le drapeau rouge. Pourquoi drapeau rouge et pourquoi la course est repartie? Oui, Drapeau rouge parce que l'endroit où ça a tapé, comme on l'a dit justement, c'est beaucoup moins facile d'évacuer les voitures que si c'était sorti dans un virage. On l'a vu notamment d'ailleurs avec la seconde voiture de Jota qui a été impliquée dans un accident avec la BMW M4 GT3 numéro 46 de Valentino Rossi. Les voitures sont sorties sur camion plateau. Elles vont dans les voies de sécurité. On peut rapidement les sortir. Là, en pleine ligne droite de Kemmel, il y a un peu moins ces voies, ces dégagements. Il y en a une, je crois qu'on la voit d'ailleurs, il y a un dégagement un peu sur la ligne droite où on peut passer avec une voiture manœuvrer, mais plus compliqué quand même. Et je pense aussi que le rail a eu beaucoup plus de dégâts aussi. oui. Juste là où finalement Bomber tape, c'est vraiment Ouais, l'endroit où il y a le sifflet. voilà. Bah, je crois que le vrai problème, c'est aussi parce que les voitures étaient plus du tout roulantes, parce que le crash que nous a fait Bomber, franchement, il aurait pu s'envoler et ça aurait été un drame, hein. Oui, oui, On en est oui. conscient, hein. Je veux dire, là, il y a les éléments de sécurité de la voiture qui jouent, mais il y a aussi le fait que la voiture ne s'envole pas. Tant mieux, heureusement, on a été, je pense qu'on le néglige, mais on a été plus que chanceux, vraiment, là, sur cette phase de course, parce que le public est pas loin. Donc Oui, c'est vrai. heureusement, merci les éléments de sécurité. Et puis, je pense aussi, comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment la réparation du rail qui est de toute façon toujours très compliquée, hein, dans cette ligne droite. Exactement. Parce que le rail est fait pour se déformer. C'est-à-dire que il est fait pour absorber le choc. Et donc, si une voiture tape contre le rail, il va se déformer ensuite, il va onduler, on va dire, hein, je caricature, mais c'est un peu le fonctionnement. Il va onduler, et là, vu l'impact, vu la vitesse du choc, il a ondulé sur plusieurs mètres, voire dizaines de mètres, si ce n'est plus. Donc, il y a l'endroit où il y a le choc, où le rail est abîmé, mais il y a aussi la déformation ensuite qu'il faut gérer, où il y a peut-être Oui, des fixations qui ont bougé, qui sont... Enfin, voilà, et on rigole pas avec la sécurité ici. On n'est pas sur des circuits de seconde zone aux États-Unis où on met du gravier ou un peu de terre et puis on s'en fout. ouais, Vous avez bien compris que les standards de sécurité en WEC, bah, c'est le même niveau que la Formule 1, si ce n'est plus, parce que il y a moins de plaques d'égout qui se décrochent. Mais voilà, on essaye de faire en sorte que la sécurité soit au maximum. Donc, s'il faut prendre 2 heures pour réparer un rail et pour remettre le circuit dans des conditions de sécurité identiques à celles qui ont été validées avant le départ de la course, clairement on va le faire. Et on a vu Eduardo Freitas qui s'était placé. Enfin voilà, on va constater que les réparations sont faites. Donc voilà, il y a eu ça, il y a eu ça. la seule chose quand même, c'est que habituellement en WEC, on le sait, le chrono s'égrène. Et puis bah, Oui, après on reprend alors qu'il reste, je sais pas moi, 1 heure, une demi-heure, oui. etc. Là, on était à 10 minutes de la fin. On sait qu'il y a un problème de nuisance sonore également en Belgique parce que on a On une était pas course à qui 10 va minutes de de la fin, on 13 était heures. à 1h45 de la fin. Oui, tout à fait. Mais Ouais. le chrono descendait, donc on se Ah dit, bon oui, bah voilà, finalement ça va peut-être s'arrêter comme ça. Moi j'étais en train de me dire, et je t'avais envoyé un message d'ailleurs en disant, le calcul pour les temps de roulage, ça va être oui. costaud. Mais je voyais pas la possibilité d'allonger la course. Elle existe dans le règlement, cette possibilité, mais il y avait le problème des nuisances sonores après 19 heures. Finalement, autant les autorités locales que la FIA ont autorisé cette reprise. C'était quand même surprenant de se retrouver là. Surtout pour les pilotes Ferrari qui s'attendaient pas à ce que la course reprenne finalement. Donc ça a un peu surpris tout le monde. C'était intéressant. Les spectateurs qui sont restés en tout cas étaient heureux. Mais c'est vrai que ça t'a pas surpris toi le fait que la course reprenne justement? Si, ça m'a surpris, mais je trouve que c'était la meilleure décision à prendre, à la fois pour l'intérêt sportif de la course, puisqu'il restait quand même un petit tiers de l'épreuve, donc on aurait eu sinon la longueur d'une manche ELMS, donc voilà, je trouve que ça avait du sens. Il y a des pilotes qui n'étaient pas, ou qui venaient juste de monter dans leur voiture, je pense à Michel Gatting par exemple. Il y a plein de pilotes en GT3 ou qui venaient de monter ou qui n'étaient pas encore montés dans leur voiture et qui allaient le faire, donc moi je trouve que sportivement c'était une bonne chose de relancer. Et puis, pour le public aussi. Tu l'as dit, le public qui est venu très nombreux, c'est le record d'affluence donc en WEC depuis le lancement. Bah, on peut aussi leur offrir ça, je pense. Venir un samedi, profiter de ce spectacle-là. Ah, c'est vrai qu'à Spa-Francorchamps, les courses courtes, on connaît, hein, avec Oui. la Formule 1. Mais là, tu vois, je trouve que c'est justement une très bonne décision. Et puis, allez, je vais le dire, mais il y a aussi ce côté, tu sais, la loi, la rigueur
les contraintes qui s'imposent, et notamment en sport auto, on les connaît, en termes de bruit, de nuisance, etc., qui sont légitimes, je comprends, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, là, que la course se déroule, du coup, qu'elle soit décalée de 2 heures ou pas, je pense que ça a fondamentalement pas changé grand-chose. Il y a des règles pour éviter les nuisances à partir de certaines heures. Il y a des règles pour éviter que les avions décollent après minuit de certains aéroports en France. Et c'est très bien. Et puis parfois, à la marge, il faut savoir aussi déroger aux règles quand ça va dans l'intérêt du sport, dans l'intérêt du spectacle. Voilà. Enfin, moi, je trouve que ça, en tout cas, ça a été une très bonne décision. Contestée par Ferrari un peu. Contestée par Ferrari. Mais oui. parce qu'ils étaient devant au moment où ça s'est arrêté, c'est tout. Mais oui, et ils s'étaient pas voilà. arrêtés surtout. Ils s'étaient pas arrêtés au stand. Il y en a beaucoup qui se sont pas arrêtés. Là, c'est vraiment le moment où il y a eu le crash. Bah, on était dans une phase d'arrêt au stand. Voilà, et on avait une partie des voitures qui se sont arrêtées. Par contre, ce que je voulais souligner, et je trouve ça très bien, c'est que les drapeaux rouges en endurance sont des vrais drapeaux rouges. On va pas changer de pneus, on va pas remettre de l'essence. On n'est pas en Formule 1 là, où on est avec un stand complètement ouvert sur la grille. Enfin, moi, j'aime pas du tout ça. Je suis traditionnaliste moi aussi ce matin. J'aime beaucoup. J'aime bien moi, tu vois. J'aime bien oui. moi. Ah bon? Moi, je trouve que quand la course est suspendue, elle est suspendue. Point. Moi, j'aime beaucoup ça. Moi, j'aurais pas été contre un restart avec 1h45 de course restante où tout le monde repart avec le plein, les pneus neufs, et puis on fait une course d'1h45, tu vois. À ce moment-là, ceux qui sont sur leur bonne stratégie et qui ont eu de la réussite, parce qu'il en faut, se seraient fait piéger alors. Ouais, je sais pas. Je suis d'accord, mais on peut quand même dire que la victoire que Jota décroche ce week-end est quand même une victoire un peu récupérée. En tout cas, à la régulière, au rythme, c'était clairement les Ferrari qui étaient devant. Donc, enfin, tu vois, les deux se valent. Moi, j'aime bien aussi le résultat qu'on a eu parce que, et je l'ai écrit sur Endurance Mag et je vous invite à aller lire ça, je trouve que cette victoire de Jota, elle ouvre pour moi une nouvelle parenthèse. Elle montre que, ça y est, c'est le retour, comme tu l'as dit en intro, c'est le retour aussi de la victoire possible pour une équipe privée, pour une équipe cliente. La dernière fois, on est dans les stats, on est dans l'Endurance Club, on peut sortir des stats. La dernière fois qu'une Porsche privée a remporté une course de championnat du monde, c'était les 480 km de Dijon en 89. Je sais pas si vous voyez un peu la distance, quoi. J'arrive même pas à calculer tellement c'est loin. Tu vois, c'était il y a 35 ans. Donc il y avait Bob Volek au volant notamment, et c'était c'est la dernière victoire c'était l'équipe Yost, c'était la dernière victoire d'une Porsche privée à un niveau mondial, c'était 1962. Donc là, pour moi, cette victoire, même si elle est dans des circonstances très particulières et qu'elle n'est pas décrochée à la régulière en termes de rythme, elle montre quand même que Jota déjà a eu raison de se montrer, de montrer son intérêt à Porsche, de monter ce programme, d'aller chercher des financements. On l'a dit, il y a Hertz qui met beaucoup de ronds, il y a Brady qui met de l'argent, il y a tout un package autour. Les gens croient dans cette aventure. Il y a une aventure humaine aussi assez sympa. Je vous invite à suivre ce que fait Jota sur les réseaux sociaux, dans les vidéos. Non, et puis, il y a des Français dans l'équipe. C'est non, c'est vraiment super. Qui travaille très très bien. Tu sais, on parle souvent de ça comme exemple, mais cette victoire avec une LMP2 aux 24 heures du Mans, qui aurait pu priver Porsche d'une victoire, tiens, c'est rigolo justement. Et ben c'était quand même l'équipe Jota qui travaillait là-dessus. C'est vrai. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment vraiment bons chez Jota, l'équipe de ce Britannique Sam Hignett. C'est vraiment top, quoi. Et la dernière victoire d'un team privé, si on peut l'appeler comme ça, moi, oui, je pense, c'était Rebellion avec 2 victoires dans la saison 2019-2020, avec Norman Nato à chaque fois au volant sur cette Rebellion. Et ben là, il manque la victoire de Jota alors qu'il était dans cet équipage normalement, parce qu'il était à Berlin pour la Formule électrique. Dommage. Et puis sinon, en WEC, on n'a pas vu d'autres victoires d'équipes privées. Je compte pas Alpine. Alpine était semi-officiel, on va dire. Mais bon, avec la même voiture que Rebellion. Mais c'est Sebring 2011 en ILMC, sinon, avec Oreca et la Peugeot 908. Ok, putain, ça fait loin. Alors, puisque je sais que t'aimes bien les stats et on peut se faire un ping-pong de statistiques comme ça. Je sais que tu l'as, c'est pour ça que je te lance. Hein. Tout est écrit dans cette émission. La dernière fois qu'un équipage à 2 pilotes a gagné une manche de WEC, c'était quand ? Shanghai 2014 avec Buemi et Davidson. C'est arrivé 3 fois dans l'histoire du WEC seulement que 2 pilotes puissent s'imposer au général d'une course. Bah voilà, la 4e fois, pardon, c'est avec un équipage 100% britannique. C'était pas arrivé d'ailleurs depuis 2017 quand on avait Prio et Tinknell qui s'étaient imposés avec Ford, mais c'était en GTE Pro. Donc voilà, victoire 100% britannique avec les deux pilotes justement qui se sont bien montrés sur la voiture numéro 12 avec Stevens et Aylott.
Ok, bon non mais voilà, t'as toutes les stats. Moi j'avais une petite stat sur Will Stevens quand même qui du coup gagne au général. C'est sa première victoire au général en WEC. Ah, Il a déjà gagné 5 fois en LMP2, notamment on s'en souvient en 24 heures du Mans. Je m'en souviens, tu vois, je fais le malin, mais c'était en 2022. ouais. Et il a aussi gagné en GTE AM. Voilà, donc bon, la plupart de ses victoires c'était déjà avec Jota. En fait, il y a que sa victoire en AM au 24 heures du Mans 2017 qui était avec JMW. Mais Ouais, sinon, sur Ferrari. il a gagné en P2 avec Jota, et donc là, au général, avec Jota. Donc voilà. Il est Pour Will fort. Stevens, c'est. Ouais. Et c'est vrai que c'était que Toyota qui gagnait avec deux pilotes en WEC finalement, parce qu'on a eu Sao Paulo 2012 aussi, avec Wurtz-Lapierre. Donc là, maintenant, ça y est, Porsche et Jota arrivent avec un duo de pilotes. Ça sera certainement une anecdote dans l'histoire, maintenant qu'on a quand même Hmm. généralement trois pilotes, à part si Cadillac s'impose, évidemment. C'est pas interdit de rouler à deux pilotes. Mais là, ouais, c'était plus un accident qu'autre chose. En effet, j'en conviens. Mais bon, c'était assez sympa en tout cas, et ça nous permet de sortir de belles statistiques avec Jota qui, on le rappelle, devrait changer de constructeur l'année prochaine et certainement aller avec Cadillac. Bon, alors, si on veut être vraiment complet sur cette histoire de l'accident d'Earl Bamber, enfin de la sortie d'Earl Bamber, qui donc entraîne un drapeau rouge et qui rebat complètement les cartes, si on veut être complet, je vous donne le niveau d'énergie des différentes voitures de la catégorie hypercar au moment où on relance la course, au moment où l'épreuve est relancée. Vous savez, on a ce qu'on appelle le Virtual Energy Tank, donc le réservoir d'énergie virtuel. C'est ce qui combine à la fois la puissance thermique, donc le carburant voilà, fossile, et l'énergie électrique. L'idéal, évidemment, vous vous en doutez, à ce moment-là, quand il y a un restart, c'est d'être à 100%, ou en tout cas d'avoir un pourcentage qui te permet de repartir, de faire un autre arrêt et d'aller jusqu'à l'arrivée. Malheureusement, la Ferrari tête, la numéro 50, était à 11%. Eh Ça veut oui, dire elle quoi? devait s'arrêter. Ça veut dire voilà, en fait, elle était vraiment dans sa fenêtre d'arrêt au stand. En fait, avant même que Earl Bamber ne sorte, la fenêtre d'arrêt au stand avait déjà commencé pour les hypercars. Tout à fait. Et les premières voitures qui avaient plongé, c'était la 12, future victorieuse, on s'en doutait un peu, mais enfin, on allait commencer à le comprendre là, qui était à ce moment-là 7ème. Elle était passée par les stands, donc elle est à 97% d'énergie au moment où on relance. La Porsche numéro 6 officielle était à 94%, puisque elle aussi était repassée par les stands. Et elle termine L'Alpine 2. numéro 36 était 12ème, mais avec un réservoir à 95%. Et Donc, alors là, moi j'ai envie de te dire, Alpine manque le podium pour un rien. Ils se sont fait prendre un tour juste avant le drapeau rouge. S'il n'y avait pas eu voilà. ça, je pense qu'Alpine, sur le rythme en plus que Oui. Mathieu Vaxivière entre autres a montré, était capable de rester sur le podium. Ça aurait été évidemment un podium chanceux, mais c'était quand même un bon podium à prendre. Et donc, pour les autres concurrents, eh bien, tu l'as compris, la Ferrari, la numéro 50 qui était en tête, donc 11%, la Proton qui a été une animatrice incroyable de la course, on va revenir sur Julien Andlauer juste après, je vois qu'on avance un petit peu dans l'émission, mais on va faire une parenthèse Julien Andlauer. La 99 était à 9% d'énergie, les deux Toyota, la 7 devant la 8, on était à respectivement 12 et 10%, et puis après, tu avais une Alpine, pareil, qui était piégée à 9%, BMW, pareil, et puis un peu plus loin, on avait les Ferrari, les Peugeot un peu décalés, la Peugeot 93 avec une trentaine de pourcents, enfin bon là ça, entre guillemets c'est pas que c'est moins intéressant, mais des voitures qui étaient un peu plus décalées. Mais en tout Tout cas, à fait. bah voilà, le scénario de la course faisait que au moment du redémarrage, donc on repart sous safety car. À tel point Il- d'ailleurs que Ferrari était vraiment pas content. Pierre Guidi a fait un geste à la Oui, caméra et Ferrari a porté réclamation ouais. rejetée, parce que ils se sont dit mais c'est pas possible, on n'a pas le droit Eh oui, d'ajouter du temps, etc. Si si, c'est dans le règlement. Si la voilà. direction de course le pense et si les stewards l'estiment, eh bien on peut modifier le temps de course. Donc le temps de course sous drapeau vert n'a pas été modifié, mais le temps de course total évidemment l'a été. Mais bon, protestation quand même pour Ferrari. Ah ils ont les boules hein, si tu me permets. Parce que entre Imola, où je pense que le péché d'orgueil leur fait rater la victoire tout simplement en voulant viser le triplé, et ben, ils se retrouvent comme des idiots. Et là, pour le coup, bah, c'est le destin qui n'a pas voulu d'eux à Spa, parce que clairement, ça fait deux courses de suite qu'ils avaient le rythme pour gagner. C'est vrai. Donc au moment du restart, il était inconcevable de relancer les voitures comme ça avec un drapeau vert tout de suite. Évidemment, il y a plusieurs tours derrière la voiture de sécurité. Et là, la règle, mais tu la connais maintenant, toi qui es Ah un oui. éminent spécialiste des règlements. Ah bah en Si tu ELMS, je veux, l'ai découverte à voilà, Barcelone, je m'en souvenais plus. C'était une voilà. adaptation. La règle, c'est que lorsque la voiture de sécurité est en place, tu peux rentrer au stand uniquement pour faire ce qu'on appelle un arrêt d'urgence. En gros, c'est pour éviter que tu tombes en panne d'essence, quoi.
Oui. T'as pas le Il faut droit de justifier. rentrer Je crois et que tu de dois faire mettre le quoi? plein. 5 litres, c'est ça? Un minimum de 5 litres. C'est un peu comme à ta pompe Voilà, chez nous. Et puis, par contre, on n'a pas le droit de faire un full service. exactement. Donc, les Ferrari, enfin la Ferrari 50 notamment, la Porsche Proton, je l'ai dit, les deux Toyota étaient forcément piégées par cette règle puisqu'elles allaient. En fait, il n'y a pas eu un tour de safety, il y en a eu plusieurs pour remettre les pneus en température, revérifier que tout est ok, enfin voilà, relancer les machines. Elles ont été quand même arrêtées pendant pas mal de temps. Donc, Ouais. cette procédure, entre guillemets, a piégé les Ferrari et la Porsche Proton et les Toyota. Et donc, ils ont été obligés de s'arrêter alors que le safety car était là. Donc, relégués derrière. Ouais, je comprends leur frustration. Et comme tu dis, on a vu Pierre Guidi montrer qu'il était exaspéré. On a eu Ferrari qui porte réclamation. Ouais, c'est tombé comme ça. Ça aurait été dans l'autre sens. Bien sûr, il n'aurait pas porté. Enfin, voilà, tu peux pas. Je comprends. C'est vraiment une réaction, mais c'est pas une. Ça va pas dans l'intérêt du tout. C'est mal tombé. C'est la pièce qui est mal tombée pour eux sur ce Oui, c'est coup-là. ça. Est-ce que Voilà. s'ils avaient gagné, alors j'ai la réponse hein, évidemment, s'ils avaient gagné, est-ce qu'ils auraient Et porté réclamation? Bah non, évidemment que non. est-ce que Porsche aurait porté réclamation si c'était eux en tête et que si on inverse les rôles? Si Je Porsche pense était à la pas. place de Ferrari, est-ce que Porsche aurait porté réclamation? Je pense pas. Je pense pas non Peut-être, hein, plus. Voilà, je me tout trompe, est mais je dit. Non, pense mais pas. voilà, oui, je pense pas non plus. Ah, bon, Et après, attends, voilà. Ça, c'est vraiment de la Porsche, politique, hein, clairement. moi Hein. je pense que Porsche, quand même, mine de rien, alors oui, ils gagnent de façon chanceuse, etc. Ils font même le doublé, mais il y avait une Porsche sur le podium pour moi, hein, et c'est la fameuse Porsche Proton qui était en mesure d'être Oui, sur ce fameux oui, oui. podium, je pense. Hein. Alors, parlons de Proton un peu. Eh bah Parce oui, qu'on a parlé de Jota, donc la victoire, mais Proton, pour moi, ça a quand même été. Ça a été une vraie démonstration. Julian Lower qui passe deuxième au bout de 5 tours. Il prend le meilleur sur Alex Lynn. On l'a dit tout à l'heure, qui commençait déjà à être en perdition avec sa Cadillac. Donc Andlauer, au bout de 5 tours, il passe deuxième. Il continue sa charge. Il passe en tête après 40 minutes. Donc c'est fort. premier relais qui se passe plutôt bien. Ensuite, il passe le volant à Niliani. Niliani qui a un peu moins de rythme, hein, on va pas se mentir. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu. Un peu moins de rythme que Julien Andlauer. Qui en plus a un pépin au moment où il y a une voiture de sécurité en piste suite à la sortie de la Porsche Jota numéro 38 avec l'accident. Enfin bref, vous avez compris. L'autre Porsche quoi, qui a été impliqué dans le crash avec la BMW de Valentino Rossi. Voiture de sécurité. Niliani est en tête, mais sa porte ne se referme pas. Non mais ça c'est... J'adore, ça c'est image très années 90 quoi. Ouais. Sa portière qui se referme pas. Du coup, il se bataille avec. Finalement, il y arrive. Mais après, il se fait déborder. Bon, je le dis, hein, il a un peu moins de rythme, donc il perd un peu les positions. Et Julien Andlauer reprend le volant et refait parler sa magie. Il a fait combien de dépassements tu me l'as dit tout à l'heure, Ah, avant qu'on lance. à Il a l'eau fait combien de rouge, dépassements? Ouais. incroyable. J'en ai compté 5, et j'en ai peut-être fait d'autres, hein, mais 5 qui étaient filmés. C'est le Julian Andlauer Show et c'était le Julian Andlauer Corner. Là, franchement, c'est plus l'eau rouge ou c'est plus la montée du Raidillon. Hein. Non mais incroyable franchement. Donc on connaît déjà le personnage. Hein. C'est un jeune Lyonnais qui va avoir 25 ans cette année, qui est vraiment un... Je sais pas il va aimer qu'on dise ça, mais moi j'allais dire un pur produit Porsche, dans le sens où ça fait longtemps qu'il est dans la filière Porsche. Non, bah, je crois que Euh, si, il est d'accord avec ça. Hein. Et puis, il Oui, était non très mais pur confiant. Moi, je produit, l'ai. tu sais, non mais c'est mon expression qui est un peu pourrie, c'est pas un pur produit Oui. Porsche, voilà, Non, mais mais il doit, ce que il je veux doit dire, beaucoup c'est à la que marque en tout cas. ouais, c'est clair. Je l'ai vu au Castellet, où il est justement pilote Porsche, tiens, avec toujours l'équipe Proton, mais en GT. Et il me disait que l'équipe Proton, avec cette hypercar, justement, travaillait vraiment bien. Lui, il s'était adapté parfaitement au pilotage d'une hypercar qui est une grosse GT, entre guillemets. Il l'a montré aussi en LMP2, Ouais, ce qu'il nous a fait en Asian Le Mans Series. Et lui, ce qu'il me disait, c'est que l'équipe Proton trouvait vraiment de bonnes solutions. Je pense que Neliani n'y est pas pour rien non plus. Mais oui, par contre, bah, ils sont un petit peu moins en termes d'effectifs, je veux dire. Donc, bah, ils ont moins de moyens de réagir rapidement. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Quand il y a des petits gremlins ou quand il y a des petits grains de sable, bah, pour réagir, comme ils sont moins, c'est plus dur. Ils viennent un peu avec ouais, leur et leur couteau, quoi. je vois. Non mais totalement, c'est ça. Après, l'équipe Proton donc de Christian Ried, c'est une équipe qui a l'habitude des Porsche, on va dire. Oui. Je dis ça, c'est vraiment... Le mot est faible. Sauf Parce que qu'ils engagent des Ford maintenant. Ah, ouais, alors c'est vrai que ça, bon, ils ont basculé. Mais bon, Christian Ried, il est fidèle du Mans depuis 2005 ou 6, je sais plus, sa première participation. Toutes les Porsche sponsorisées à l'époque par Felbermayer, c'était Proton qui les engageait. Il y a eu aussi des deals passés, je me rappelle, avec IMSA, Matmut,
d'autres équipes C'est privées qui vrai. parfois faisaient que des one-shots. Endurance Asia Team, on roulait à l'époque avec une Porsche Proton. Enfin voilà, si tu cherches une Porsche pour faire une compétition en Europe, appelle Christian Ried, il trouvera une solution. C'est Et dingue, donc, hein. C'est non mais vrai. c'est Et en oui, 2006, tu vois, je m'en étais rappelé parce que j'ai eu l'occasion de passer du temps avec Xavier Pompidou dans Racing ah Stream bah oui, oui. sur Twitch. Et c'était en 2006 avec Pompidou et Tyring. Incroyable, aux 24 heures du Mans. Voilà, donc bref, Christian Ried, grand connaisseur, et Julien Handlauer commence aussi à avoir une sacrée expérience. Moi, je le vois toujours comme il est toujours jeune, hein. Je disais, il va avoir 25 ans cette année. Mais c'est plus forcément le jeune premier quand même. Il a débuté aux 24 heures du Mans en 2018 avec une victoire, avec Matt Campbell et donc le patron Christian Ried. Donc il compte déjà une solide expérience, hein. Ça fait déjà 6 éditions, ça sera la 7e édition pour Julien Handlauer là, Il est incroyable. dans un mois. Et vraiment, là, ce qu'il a montré, pour moi, c'est fou. Donc, il est pilote Porsche. Hein. Il n'est pas sur les Porsche officiels, mais il fait partie de la famille Porsche. Il le mériterait. Et alors, bah oui, mais bon, est-ce qu'il a intérêt à chercher un baquet dans une Porsche officielle ou sur une Porsche privée? Je sais pas, parce que tu vois, finalement... Non, plus sérieusement, je pense que la maison mère voit très bien ce qui se passe. Et c'est une belle démonstration. En tout cas, au Mans, il va falloir compter sur lui, je pense. Parce Oh bah qu'il c'est va clair. avoir, il connaît les lieux par cœur, il va avoir envie de briller quoi. Donc Il y a lui, vraiment, chez ouais. Porsche, qui est bien vu. Il y a Kevin Estre aussi, Thomas Preining. Voilà, on a pas mal de pilotes Porsche là qui, je pense, seront mis en avant. Alors Kevin Estre, c'est déjà le cas assez largement, Oui, mais Julian Lower et Preining, je pense ils vont évoluer encore au sein de la marque, hein. il va y avoir à mon avis de toute façon des évolutions dans les line-up Porsche pour 2025, puisque là on en a pas encore parlé et on fera un épisode d'ailleurs dédié d'Endurance Club sur la liste des Oui, engagés aux 24 heures du Mans. On appellera ça, je pense, on décortique. Il y avait un épisode qu'on avait appelé comme ça, je crois. Je pense qu'on mettra, faudrait trouver un mot encore plus fort, mais on décortique la liste des engagés et clairement dans les line-up Porsche, déjà il y a eu de l'évolution, puisque là, si je dis pas de bêtises, c'est Dan Cameron qui se retrouve à pied pour les 24 heures du Mans. ouais. On avait évoqué Sébastien Vettel qui finalement ne participera pas chez Porsche, mais je pense qu'il va y avoir des ajustements pour 2025 entre les pilotes qui sont au niveau, ceux qui sont un peu décevants. Tu sais, chez Porsche, on l'a déjà dit dans des épisodes, mais c'est un constructeur qui est assez pressé, dans le sens où ils arrivent, ils comprennent, l'année d'après, souvent, ils gagnent, et après, ils dominent. Et là, on est dans l'année où potentiellement c'est une édition des 24 heures du Mans qui pourrait revenir à Porsche. On n'en sait rien, mais ça, on est C'est en tout cas possible. dans une bonne dynamique. Hein. Et Porsche, Toyota ou Cadillac, mais j'ai envie de mettre une voilà, pièce sur la Cadillac de Sébastien je Bourdais. sais. Laissez-moi rêver quand même. En tout cas, ouais, bah moi aussi ça me ferait rêver. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a une belle dynamique autour de Porsche. Et si jamais c'est le cas et que ensuite les 963 deviennent vraiment les machines imbattables, il faut s'attendre en 2025. À mon avis, il y a pas mal de changements de ligne et à des pilotes qui sont des pilotes officiels, mais qui sont un petit peu pas dégradé, mais tu vois, gentiment remercié ou mis sur le côté, ou mis à disposition d'autres équipes, et puis Ouais. peut-être une montée de Julien Handlauer ou de pilotes comme ça. Je m'avance beaucoup, mais peut-être que ça va aller dans ce sens-là en tout cas. Ouais, ça pourrait, ça pourrait. Bon, en tout cas, bravo à lui, franchement. Et puis Neliani, encore une fois, j'en ai parlé avec Gilles Duquesne et il me disait tout le bien qu'il pensait de Neliani parce que il est serein, il s'est fédéré une équipe, il s'est trouvé les bons réglages. Enfin, c'est pas un hasard, hein. Je pense que l'équipe Proton avec cette fameuse Porsche 963 soit au rendez-vous quand le Suisse est dans la voiture. Moi, je l'aime beaucoup aussi, Neliani, donc voilà. On va parler rapidement de Peugeot qui a eu une course un peu compliquée avec un problème système hybride, une crevaison à l'arrière gauche. Enfin, bon, voilà, pas mal de problèmes sur la 94, la 93, bon, se place. Je m'attendais à mieux, honnêtement, de Peugeot dans cette course. Bon, c'est comme ça, c'est décevant. Peugeot, quand même, qui arrive avec confiance aux 24 heures du Mans, parce que ils ont quand même un bon rythme, non? Je ne sais pas trop quoi en penser. En fait, le Bah ouais. meilleur pilote Peugeot, si on regarde les datas du B-Pilar, le meilleur pilote Peugeot, si je ne dis pas de bêtises, attends, je vérifie, mais c'est Loïc Duval. Ça en soi, c'est pas surprenant que Loïc Duval soit le Oui, meilleur, hein. Mais il est assez loin quand même en termes de rythme. On est à plus de 2,10 au tour, là où devant Kevin Estre, par exemple, tournait en 2,08,5 de moyenne sur son relais. ouais. Bon, Loïc Duval, ouais, voilà, tu vois, avec sa Peugeot, il est dans le rythme de André Lauterer qui était un des moins rapides chez Porsche. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop quoi penser de la Peugeot. En fait, je m'attendais à ce qu'elle soit rapide à Spa, puisque on le sait, Spa-Francorchamps a quand même certaines portions notamment qui ont des similitudes avec le tracé des 24 heures du Mans. Donc, je m'attendais à ce qu'elle soit plus à l'aise. Ouais, je suis Après, d'accord. elle semble
elle semble moins mal à l'aise. Tu vois, Oui. wow, je sais, Non, c'est c'est vrai. dur, hein. Non, un bon résumé. Bon, voilà, la 93 qui Après, termine dans 10e. le clan français, la vraie bonne surprise où ils sont moins mal à l'aise, c'est Alpine. En fait, les Alpines, je les ai vus. Il y a eu quand même des batailles. Donc elles étaient. J'ai vu. Il Attends, y mais le avait départ est la fou. Le départ de comment s'appelle-t-il de Charles Charles Milesi. Milesi. Ouais. Incroyable. Il était sixième après 1 heure et demie de course, Charles Milesi, tu vois. Ouais. Nicolas Lapierre dans la 35 était dixième. Donc voilà, top 10. C'est là où Moi, on je les pense que attend. c'est Parce que encourageant. oui, oui, non, mais c'est là où on les attend. Parce que c'est quand même que la troisième course de ces voitures. Donc j'attends pas à ce que Alpine gagne. Et puis en plus, ils ont une communication qui est bien moins euh, forcée et voilà qu'en Formule 1. Donc là, c'est exactement là où on les attend. Et Non, mais attends, après, elles étaient regroupées 10 et 11. Mais il y a eu des batailles avec des Toyota. J'ai vu des batailles. Enfin, il y a eu des c'est choses. vrai. Non, mais ils prennent leur temps. Ils ont un super trio. Alors, on pense à Habsbourg, hein, évidemment, qui se remet, mais avec Milesi, Chatin et Gounon, ça c'est quand même très fort. L'autre Oui. également, hein, l'autre trio, évidemment, avec Vaxivir, qui a été l'un des plus rapides Oui. au B-Pilar, en tout cas sur son relais, Nicolas Lapierre, l'expérimenté, et puis donc Mick Schumacher. Mais deuxième arrivé dans les points en 3 courses, tu l'as dit, 3 courses seulement pour l'Alpine à 424. Septième au Qatar, neuvième cette fois-ci, toujours avec Milesi, Chatin. Donc c'est encourageant hein, pour Alpine, moi je trouve, à voir ce que ça va donner aux 24 heures du Mans. Mais voilà, je pense qu'ils visent 2025 pour se mettre Oui. totalement en place. Je m'attends à aller voir aux 24 heures du Mans dans un mois, dans ce premier peloton des poursuivants, on va dire. Oui, Euh, Effectivement, on l'a dit, on peut commencer à le dessiner un petit peu au regard des résultats de cette épreuve, mais je pense qu'on aura devant Ferrari, c'est pas une surprise. Je pense qu'on aura aussi Toyota, même si là elles ont été un peu plus absentes. ils Je pense cachent leur qu'on aura jeu. les Je Toyota pense dans le qu'ils rythme. cachent leur jeu. Toyota, c'est Les peut-être Porsche, l'année où, enfin, je disais ça l'année dernière aussi, ils auraient dû gagner le ouais. centenaire, mais là, je me dis que ça va payer avec David Fleury aux commandes. Je pense que Ouais. là, ils sont en train de se mettre en place doucement mais sûrement, et ça devrait envoyer du bois. Donc Ferrari, Toyota, Porsche, clairement, ils sont dans le match. La Cadillac, enfin les Cadillac, pardon, aux 24 heures du Mans, je les oublie pas, je pense à toi. Je pense qu'elles seront aussi, si c'est pas dans le match, en tout cas, elles pourront récupérer des miettes Si, si, elles de seront dans le cette match. bataille à 3. Et derrière, pour moi, il y a les Alpines qui vont pas être si loin, qui Oui, sont, enfin, on le sait, il y a, c'est Alpine et un, Peugeot. c'est Je pense que au Mans, hein, j'entends. alors, ouais, j'espère. En tout cas, c'est pas un secret que le châssis Alpine a l'air d'être plutôt efficace, si ce n'est l'un des meilleurs, par opposition au châssis Lamborghini, par exemple, de ce qui se dit. Donc, je pense que les Alpines seront vraiment bien. Après, peut-être qu'il va manquer ce rythme. Mais bon, quand je vois, tu vois, par exemple, on se disait, c'est bizarre de pas voir les Peugeot plus à l'aise. Bah, les Alpines, je les ai trouvés plutôt à leur place. Et quand je vois Mathieu Vaxivière, comme tu dis, qui a un super rythme, moi, ça me laisse espérer que du bon pour les 24 heures du Mans. Enfin, Ouais, franchement, complètement. non, moi, je pense que les Alpines pourront être la première force d'opposition. Tu sais, c'est comme en Formule 1, ça va être derrière, ça va être t'as les top constructeurs et puis t'as les premiers des suivants, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est sûr que Alpine sera là. Lamborghini t'en a parlé. Bon, course à oublier. Abandon Ouais, pour la SC63. Bon, à peine problème quoi, de 60 tours. suspension. Ouais, Ouais, problème dommage. de suspension. Ils ont. Ça manque de rythme. Ça manque de rythme quand même. C'est assez décevant. Je crois Bon, que après, c'est attends, André. ils viennent de loin aussi, parce qu'on dit qu'Alpine en est à sa troisième course avec la voiture. Oui, mais enfin, l'équipe de Philippe Sino et Alpine ont quand même de l'expérience. Lamborghini, là, c'est quand même, en tout cas en proto, l'équipe Iron Lynx, pardon, et Prema, c'est encore de l'apprentissage, hein. C'est encore de l'apprentissage, mais il va falloir rapidement mettre enfin, enchaîner les étapes parce que tu le sais, il y a aussi cette info selon laquelle l'année prochaine, les organisateurs voudraient que tous les constructeurs aient au moins 2 voitures présentes inscrites à l'année. Oui. C'est pas officiel du tout, c'est une info qui circule. Si c'est le cas, moi je trouve que ce serait plutôt une bonne idée. Si c'est le cas, il va quand même falloir accélérer un peu le rythme parce que pour l'instant, il y a une seule Lamborghini en WEC. Il y en a une qui est engagée aux États-Unis, mais avec un programme qui se limite, si je dis pas de bêtises, uniquement aux courses longues. Et d'ailleurs, elle n'a même pas fait les 24 heures de Daytona. Donc pour l'instant, pour une année 1, c'est une année voilà, partielle, tu vois. Je trouve que est-ce qu'il n'aurait pas fallu regrouper tous ces œufs dans le même panier et faire 2 voitures en WEC pour rapidement apprendre. Parce que c'est aussi
là je digresse un petit peu, mais tu sais, c'est aussi des philosophies, enfin des règlements différents. Les Ah ouais, règles, et ce dont on parlait d'ailleurs pendant cette émission-là, les règles pendant des ravitaillements que tu peux faire ou non pendant le safety bien car, sûr. ça diffère entre l'IMSA et le WEC, et du coup là, tu es obligé d'avoir deux visions différentes, de pas faire d'erreur. Je pense que Lamborghini va devoir faire des choix, va devoir trancher. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que bah, elles auront deux voitures, elles seront à deux hein, aux 24 heures du Mans, Au évidemment. 24 heures du Mans, ouais, ouais. Ce qui ne sera pas le cas d'Isota Fraschini, mais Isota Fraschini termine quand même. Je voulais souligner Oui, cette à performance, 3 tours, donc c'est mieux. oui, aidé peut-être par le drapeau rouge, mais il termine. Hmm. Ce que je veux dire, c'est qu'ils prennent de l'expérience. Voilà. Non, mais là aussi, eux, pour moi, ils sont là où on les attend pour l'instant. Là, on parle d'un programme beaucoup plus modeste, parce que même Non, mais si attends, les... on n'a pas les Ouais, pilotes, enfin, tu vois, on a Jean-Carl Vernet. bah Après le ouais, reste, bah, ce sont des jeunes. Donc à un moment, on ouais, n'attend ouais. pas non plus grand-chose de ce programme-là, mais on attend à ce qu'il soit efficace et qu'il termine les courses. Ça a été le cas. Exactement. En fait, au niveau du rythme, alors bon, c'est pas forcément représentatif. Enfin, si, un petit peu quand même, mais comme tu dis, Jean-Carl Vernet était le plus rapide des trois, c'est pas une surprise. Ouais. Il reste quand même à la queue du peloton de tous les pilotes en hypercar, puisque toutes les autres hypercars sont plus rapides. Mais effectivement, les deux autres pilotes Isota Fraschini lui concèdent au moins 3 secondes au tour, quoi. En moyenne, on est sur des années-lumière, quoi. C'est Oui, c'est ça. 3 C'est secondes sur un d'écart rythme en de moyenne course. au tour, c'est fou. Non, mais c'est-à-dire quand tu vois le rythme de Serra Valley qui est très peu expérimenté, il est capable de faire un tour rapide, enfin de rapide, tout est relatif, un 2-11-3. Par contre, sur Mhm. son relais, par rapport à son équipier, il est 5 dixièmes moins vite sur ses tours moyens. 5 dixièmes par tour, c'est énorme, par rapport à son équipier qui est pas non plus super expérimenté, Bennett. 5 dixièmes par tour et 3 secondes par tour par rapport à Jean-Carl Vernet. Non, mais C'est c'est ça. des années-lumière. Ça se traduit en rythme de course. Quand les conditions sont bonnes, drapeau vert, pas de safety, machin, ça veut dire qu'en 10 boucles, tu prends 30 secondes dans la vue. Non, Hmm. mais c'est énorme, c'est Non, non, mais énorme. c'est énorme. C'est énorme. Donc, bon, voilà, je voulais juste faire un petit clin d'œil à Isota. Et puis, BMW, ça va nous faire la transition avec le Ah oui. LMGT3. Quelle course cauchemardesque pour WRT. Non, mais c'est dingue. Alors, moins en hypercar, mais enfin, quand même, hein, c'est pas bien brillant. Cette BMW, on se pose souvent la question, est-ce qu'elle est bien née? Est-ce que c'est une voiture qui va pouvoir, même avec l'apport de l'expérimenté Team WRT, marquer des points, se montrer? Parce que là, c'est dur. Hein. 11e et 13e pour les deux voitures, c'est waouh, Donne, compliqué. donne-moi ton avis là-dessus. Parce que moi, j'arrive toujours pas à savoir je me J'étais pose toujours cette persuadé, question de si la voiture est bien née ou pas. J'arrive toujours pas à comprendre. bah ouais, non, j'étais persuadé que qu'en Belgique, ils arriveraient justement à s'en sortir de par leur connaissance de la piste, avec le nombre de courses qu'ils font, WRT, et puis le nombre de courses qu'ils ont gagnées ici. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre. Pourtant, Dallara, quand les LMP2 n'étaient pas que des Oreca 07, bah, ça fonctionnait très bien ici Ouais. même, justement à Spa. Je me souviens de Oui, oui. Racing Team Nederland. Là, la base Dallara pour cette BMW, non, je comprends pas du tout où ils vont pouvoir se placer et j'ai peur pour les 24 heures du Mans pour eux. Hein. Ça peut être un calvaire. Hein. Je... mon silence valide ce que tu dis. Non, mais comme tu dis, on peut pas se dire que Dallara s'est foiré à ce point-là. Je pense pas. En tout cas, c'est pas le genre de la maison de faire des châssis de mauvaise qualité. On peut pas non plus trop poser ça sur l'exploitation de WRT. Certes, ils sont dans une phase d'apprentissage, mais ils savent plutôt comment tirer le meilleur d'une voiture. En ce qui Oui, concerne les équipages, bah, c'est pareil. Je pense qu'on a entre la 15 et la 20, on a quand même des équipages qui, pour moi, sont parmi les tout meilleurs du plateau. D'un côté, on a Vantore, Marcello et Whitman, et de l'autre, on a Vanderlinde, Fringe et Rast. C'est vraiment un mix entre jeunesse, expérience, connaissance du GT, mais aussi connaissance du prototype. Enfin, pour moi, les équipages ne sont pas le problème non plus. C'est des non. garçons qui savent aller vite et comprendre rapidement et ressentir les voitures. Donc j'arrive pas. Il y a un truc. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc. Alors est-ce que c'est que la BOP? Ah, je sais Pareil, pas, non. BMW est quand même engagé en WEC uniquement. Enfin, il faut comparer ce qui est comparable. Les Oui, BMW oui, sont là comme les Alpines et comme la Lamborghini ou l'Isota Fraschini uniquement depuis la première manche du Qatar cette saison. c'est Donc vrai. Ah, il ils y a ont eu une encore cette saison quand balance même à trouver. de préparation en IMSA, où ils ont quand même performé hein, avec Rally Letterman, mais je pense qu'avec WRT, c'est mieux en termes d'exploitation. Donc, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, mais il faut s'adapter vraiment, oui, aux courses à l'européenne. Quoi. Voilà, c'est ça. Bon, alors du coup,
On Oui, peut transiter vers le LMGT 3 ouais, bah avec une catégorie. Vas-y, dis-moi. Non, mais je disais la course catastrophe de BMW, t'en as parlé. Les deux voitures de chez WRC ont terminé dans le mur, hein, dans le rail Oui, pour dans le l'une et mur. Et dans là, le. c'est clair. Ça, c'est catastrophique. C'est pour ça que je me permettais de faire la transition. En revanche, en LM GT3, eh ben, c'est encore une fois Porsche qui s'est imposé. C'est un week-end Porsche en tout cas, hein. Là, vraiment, ça a été incroyable. Porsche qui, avec c'est quoi, la 92, je crois, Malikin qui s'est retrouvé dans le mur à Mhm. l'issue des qualifs et qui a été bah, complètement détruite. Travail très très bien fait de Mante qui a réparé. Eh ben, on retrouve la 91 qui s'impose devant la 92. Un doublé magnifique. Doublé Porsche. Alors bon, ben, encore une fois, l'histoire. Enfin, non, l'histoire, on ne retiendra pas ça. Nous, on retient ça pour l'instant, mais encore une fois, la victoire se refuse au Iron Dames Ah oui. parce que ça semblait quand même bien parti. Sarah Bovy qui fait la pole. Alors, pour les petites statistiques, puisqu'on est féru de statistiques dans Endurance Club, elle a quand même déjà décroché 3 pôles avec Porsche, 2 avec Ferrari, et là, c'était sa première avec Lamborghini, si je ne dis pas de bêtises. Et C'est fort, donc, hein. Ouais, ouais. donc voilà, plutôt bien parti. Sarah Bovy, et en plus, je crois que je l'avais déjà dit, parce que alors le problème de faire un épisode toutes les semaines, c'est que moi, j'ai beaucoup de redites, donc il y a des choses que je vais répéter, donc vous pourrez les pointer à force. Mais pour moi, Sarah Bovy, je pense qu'il n'y a pas d'autre circuit qu'elle a plus poncé que le circuit de Spa-Francorchamps. Un, parce qu'elle est belge. Deux, parce que avant de trouver cette deuxième vie avec cette renaissance, on va dire, avec le programme Iron Dames, son roulage se limitait, tu connais aussi bien que moi, ses roulages se limitaient à des programmes comme ça de manière un peu sporadique, en voiture, en camion, enfin voilà. Et sinon, elle faisait beaucoup de track day. Il y a des vidéos d'elle d'ailleurs sur YouTube où elle faisait pas mal de track day avec des voitures de riches propriétaires Mais à ce qui est rigolo, Spa-Francorchamps. Donc elle elle connaît très était, bien la piste, quoi. tu sais, elle connaît très bien la piste, et puis elle était avec Lamborghini, justement. Elle a relancé un peu sa carrière avant Oui, d'être c'est récupérée vrai. par les Iron Names avec Lamborghini. Et là, je crois que cette voiture, sur Spa, Oui. j'imagine que ça a été une renaissance. Attends, quand je vois son meilleur tour en course, grâce aux données du B-Pilar, hein, 2:21,9, c'est le même chrono que son équipière Michelle Gatting. Donc, pour une pilote bronze, elle fait le même chrono qu'une pilote or, pilote gold, Mhm. et elle est à 3 Mhm. dixièmes seulement du meilleur temps d'un certain Marco Sorensen. Honnêtement, là, coup de chapeau à Sarah. Ça va, c'est pas mal. Donc bon, alors la course sonnait plutôt bien comme un récital au début, puisque Sarah Bovy, pole position, j'ai vu, elle était assez proche des hypercars d'ailleurs au départ. Oui, comme Tu en sais, il n'y a pas... ELMS, hein. Ouais, bah, y a pas eu cet écart marqué entre les catégories comme on peut le voir par exemple dans d'autres disciplines, mais là il y a vraiment eu, elle était assez proche, et rapidement, elle s'est extirpée, elle avait 5 secondes 5 d'avance après 10 minutes de course. J'ai noté des petites stats, tu vois, comme ça, je te donne un Ouais. petit peu l'évolution. Et bref, elle a réussi à s'échapper. Raël Frey a fait le relais du milieu. Comme souvent, je me suis dit, ça y est, on va tout perdre là. Elle s'est fait dépasser par la United, la McLaren 59 avec Costa. Elle se fait dépasser au freinage en arrivant dans les combes. Je me dis, voilà, ça s'effondre. Et ben non, elle se reprend, elle le redépasse, et elle a fait un relais plutôt solide. Ouais, Pas elle est d'erreur, forte, hein. donc Moi, je me souviens de Raël Raël Frey Frey, en ELMS ouais. qui a gagné le podium, enfin qui a gagné sa place sur le podium. C'était il y a 2 ou 3 ans, je me souviens plus, mais dans les derniers instants, avec une relance après C'est vrai, une oui, exact. phase d'interruption. Tu sais, c'est quoi? C'était full course yellow Oui, oui. et Oui, au elle moment était collée du. vraiment, oui, Ouais, je me souviens. Donc c'était là, dingue, hein. voilà, intelligence de course, elle a fait le boulot. Et puis, le dernier relais, donc Michel Gatting monte dans la voiture juste avant que la course ne soit interrompue par le drapeau rouge, comme on l'a dit tout à l'heure. Sauf que là, ça s'est pas trop bien passé. Alors, Michel Gatting, elle y est pour rien, elle a fait le boulot. Mais il y a eu elle s'est fait harponner par Sébastien Bouin, par Kobayashi sur la Toyota, donc à la source. Donc bon, pas très grave, mais déjà, à mon avis, petite frayeur, elle est pas partie en tête à queue, mais petite frayeur, et puis après, faut retrouver le rythme quand même, donc Ouais. elle s'est fait harponner. Problème au stand, à l'arrière droit, en fait, la voiture, vous savez, elle est sur vérin pneumatique, donc les vérins, le système a été déconnecté, donc la voiture retombe, sauf que le mécano n'avait pas fini de serrer la roue à l'arrière droit, donc il continue, mais ça marche pas, donc il faut relever la voiture, donc 10-15 secondes de perdu, et puis, troisième élément, ce fameux drapeau rouge a fait qu'au niveau carburant, elles n'étaient pas dans la fenêtre idéale. Donc il y a eu tout un jeu à la fin entre est-ce que les Porsche vont tenir, est-ce que finalement c'est la voiture sœur, la Iron Lynx, la 60, qui va s'imposer, est-ce que les United sont dans le coup. Oui, non, il y a eu des pénalités. Bon, il se trouve que c'est un doublé Porsche au final, et Ouais. donc elles finissent, elles, cinquième, alors que
encore une fois, un peu comme au Castellet avec une autre voiture, avec la Porsche en ELMS, elles avaient, selon moi, tout ce qu'il fallait pour gagner, Bah, quoi. Mais bon, la voilà, voiture numéro circonstance. 60, t'en as parlé, l'a montré, hein. Premier podium en WEC pour cette Lamborghini. La Ouais, 60 avec Pereira, Schiavoni et Cressoni termine troisième en étant parti 18e sur la grille. Donc ça ouais. prouve que cette Lamborghini avait de quoi faire. C'est dommage pour les Iron Dames encore une fois, mais voilà, ça fait partie du jeu. Je vois que le temps tourne, donc on va aussi parler rapidement de Lexus en se disant qu'avec un tout nouvel équipage, Schmidt, Miata et donc toujours Arnold Robin, eh ben, c'est une très très belle performance. Donc comme quoi, Boguslavski et Van der Linde, qui était lui à Berlin en Formule électrique, vont devoir peut-être se faire du souci parce que bah, c'est le premier point pour l'équipe Acodis ASP de Jérôme Polican. Bon, c'est compliqué hein, pour Lexus depuis le Mhm. début de saison, mais voilà, je voulais quand même souligner ça. Et puis toujours pareil, les Aston placés, mais voilà, c'est plutôt les McLaren qui se sont montrés avec les Lamborghini et les Porsche. On va avoir aux 24 heures du Mans, si on reste dans cette philosophie, les Porsche sont toujours bien placés aux 24 heures du Mans, et même si là on bascule sur du LMGT3 qui est par définition une catégorie qui met en avant la compétition client, n'oubliez jamais qu'une Porsche au départ des 24 heures du Mans n'est jamais une Porsche 100% privée. Il y a toujours, le constructeur est toujours derrière, d'une façon ou Oui, d'une autre, en plaçant un pilote, en mettant un sponsor, il y a quelque chose. Donc il faut s'attendre à voir aux 24 heures du Mans les Porsche. Les Lamborghini, à mon avis, pour une première, seront dans le coup. Les Ferrari seront jamais très loin. Et moi, j'ai hâte de voir les Lexus. Parce que c'est un peu. C'est la rencontre de plusieurs mondes, quoi. Les Lexus, ça roule en IMSA. Il y en a, je crois, en ADAC aussi. Ça roule au Japon. Enfin, voir les Lexus aux 24 heures du Mans, j'ai vraiment hâte de ça. Et j'espère que ça va fonctionner. ouais. Voilà. J'ai plus, en tout cas, hâte de voir les Lexus que les Mustangs où c'est pareil, c'est un peu poussif les démarrages, quoi. Ouais, les Mustangs, tu vois, j'en ai même pas parlé. Bon, voilà. En tout cas, elles ont été plus solides. A priori, ils ont acheté les Colson, les Risland ou tout ce qu'il faut Oui. pour maintenir la voiture en bon état, j'allais dire. Voilà, le Lego ne s'est pas cassé pour les Ford Mustang en cette course des 6 heures de Spa. Un record d'abandon quand même hein, sur cette épreuve. 29 voitures seulement à l'arrivée, 8 abandons. C'est le même nombre d'abandons que Sao Paulo en 2013. Et c'est un de moins que les 6 heures de Bahreïn 2013 avec 9 abandons. C'est quand même rare hein, sur un format de 6 heures d'avoir tant d'abandons. On a bien compris qu'il y a eu beaucoup d'accidents, surtout c'est pas des problèmes mécaniques, hormis si quand même des boîtes de vitesse pour Corvette et pour McLaren, la 81 et la 95. Mais voilà, donc beaucoup d'abandons finalement dans cette course qui aurait été mouvementée. On n'a pas vraiment le temps de parler d'IMSA, juste pour dire quand même que Porsche s'est encore imposé. Décidément, c'était le week-end Porsche, c'est ce que je disais, un centième succès pour Penske en IMSA et 600e victoire Porsche. Donc voilà, c'était un gros week-end à Laguna Seca et c'est Mathieu Jaminet et Nick Tandy qui seront donc ensemble au 24 heures du Mans avec Felipe Nasser qui réussissent à s'imposer devant Cadillac. Voilà, c'était l'occasion de faire un petit clin d'œil, mais on va passer à c'est quoi ton actu évidemment parce qu'il nous reste, allez, il nous reste 2 minutes à peu près pour parler de nos actus respectives. Alors, c'est quoi mon actu? J'avance sur ce fameux tableau. C'est le gars, je me cache derrière ça parce que je fais rien d'autre. Non, je me cache un peu, mais non, j'avance sur ce fameux tableau qui va être une présentation de toutes les équipes qui vont participer aux 24 heures du Mans. Ça avance pas mal, je t'enverrai ça d'ailleurs, Ok, que tu vas j'ai pouvoir hâte. m'aider là-dessus, ouais, ouais. Et puis là, j'ai un article en tête, alors je sais pas s'il passera dans un magazine ou si ça sera sur mon site, mais j'ai un article en tête un peu historique. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais je vais essayer. Je vais l'écrire cette semaine, donc ça sortira au prochain podcast. Hein, je pourrai en parler. Ça sera sur Endurance Mag ou ça sera peut-être sur Auto Hebdo, je vais voir. Mais voilà, j'ai une idée d'un article historique en rapport avec les 24 heures du Mans. Génial. Historique récent, hein, on parle quand même des 20 dernières années. Hein. Enfin, ça reste. Mais voilà, je vais avancer là-dessus. Et sinon, voilà, rien de spécial. Écoute, assez tranquille avant le rush du mois de juin. Oui, c'est ça. Toi, Oh, bah, c'est toi par important, contre, hein. tu sors d'un week-end où déjà t'as pas mal bossé, alors j'imagine que ça continue. Ah bah là, ça va continuer, ça s'enchaîne effectivement. Le week-end était bien chargé, c'était sympa le fait de commenter les courses de moto depuis le Grand Prix de France sur le circuit du Mans. J'ai eu la chance de commenter l'IndyCar et puis également la NASCAR. Mais voilà, ce week-end, retour à la Formule 2, Formule 3, reprise sur le circuit d'Imola.
Tiens, Imola qui était avec l'endurance il y a quelques jours de cela. Et puis je vais faire un peu de motocross sur Eurosport dimanche. Donc c'est le Grand Prix de Ok. France. Moi j'aime bien les Grands Prix de France hein, généralement. Donc Formule 2, Formule 3 depuis Imola. Puis à 13h dimanche, ça sera du motocross. Voilà, comme ça au moins ça va être bien chargé. Puis j'ai toujours mes podcasts hein, évidemment, Trajectoire. Donc cette semaine c'est Renaud Derlot qui a accepté de répondre à mes petites questions et de retracer son parcours. Il a pas mal de liens avec l'endurance aussi, même si on le connaît plus sur de la monoplace et puis de la Porsche Cup. Mais Renaud Derlot, ouais, il a un sacré parcours et c'est toujours sympa de retracer justement ces belles histoires dans Trajectoire. Donc voilà un peu nos actus respectives, mon cher Bon. Geoffroy. Et ben alors, semaine prochaine, rendez-vous avec un épisode dont il va falloir définir le sujet. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Alors, parce qu'on se rapproche des 24 heures du Mans, donc on l'a dit, on fera cet épisode dédié à la liste des engagés, mais on va aussi peut-être faire des petits focus sur certaines voitures ou des trucs historiques. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez apprécié cet épisode, en tout cas comme tu l'as déjà rappelé tout à l'heure, à nous mettre des petites étoiles, à nous envoyer un petit message, à mettre des commentaires, ça nous aide beaucoup. Un, ça nous pousse, et deux, ça nous pousse aussi sur les plateformes d'écoute. Oui. Et puis, n'hésitez pas à nous suggérer des idées d'émissions. On essaye vraiment d'être présent à la fois sur les plateformes d'écoute, évidemment. Nous, on n'accepte que des 5 étoiles, hein, on vous le dit. Hein. Ah oui. Mais par contre, ouais, on essaye aussi de mettre un peu sur YouTube. Alors c'est moins facile parce qu'on n'a pas de vidéo, mais ça viendra peut-être. On va peut-être faire de la vidéo un peu plus tard, le temps de s'installer, de se lancer. Mais en tout cas, merci à vous pour le soutien, le hashtag Endurance Club évidemment sur les réseaux. Et puis, on vous le disait, voilà, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict. Enfin bon, bref, je connais pas toutes les plateformes, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est un régal. Et si vous voulez faire partie du club évidemment et de l'Endurance Club, eh bien voilà, ce rendez-vous est fait pour vous. La semaine prochaine, on aura un nouveau sujet, évidemment, à disposition et on va évoquer encore plein de belles choses. C'était l'épisode, je crois, le plus long de l'histoire de l'Endurance Club, mais c'était important parce que c'était aussi une des épreuves les plus longues de 6 heures pour le championnat du monde d'endurance de la FIA. Donc on va dire qu'on a été raccord finalement. Merci Geoffroy, c'était encore un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Eh ben écoute, à la semaine prochaine. Salut à tous. Allez, salut, bonne semaine. Et puis, bien sûr, on reste fidèle à l'Endurance Club et vous restez fidèles. Merci beaucoup. Très, très bonne journée à tous. Salut.